Bonsoir et bienvenue à l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, je reçois Laure Castin, directrice régionale de l'Agence universitaire francophone, l'AUF, depuis septembre dernier. Sa nomination fait suite à la fin du mandat de Mohamed Kettata, que nous avions d'ailleurs invité à cette même émission en 2022. Laure Castin est docteur en sciences politiques, spécialisée en relations internationales et cumule plus de 30 ans d'expérience dans le milieu universitaire. Au cours de son parcours professionnel, elle a occupé divers postes à responsabilité, directrice générale des services et chargée de mission déléguée aux relations internationales à l'université de Reims-Champagne-Ardenne en France. Laure Castin a également été conseillère de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France au Kazakhstan et attachée de coopération universitaire et scientifique à l'ambassade de France en Chine. Laure Castin, bonsoir. Bonsoir. Pas d'erreur dans la présentation? Non. D'accord, très bien. Mais dans cette même présentation, j'ai quand même omis de mentionner que vous avez enseigné pendant de nombreuses années, que ce soit au sein de l'École européenne des affaires à Paris ou dans des établissements prestigieux à Bogota et à Moscou, entre autres. Alors avant de s'intéresser à votre actualité et à votre mission au sein de l'AUF, j'aimerais savoir quel est votre rapport aujourd'hui avec l'enseignement. Est-ce que cela vous manque ? C'est une question que j'aime beaucoup. Oui, parce que j'ai enseigné, oui, il y a déjà quelques années, dans différents contextes culturels. Vous avez mentionné Moscou, la Colombie, la France aussi, à l'ESCP, où c'était pour un public international, multiculturel. Et oui, j'aimais enseigner. J'aimais surtout l'idée de... Alors, le terme est un peu guerrier, confrontation, mais c'est quand même ça. La confrontation des idées, des perceptions, des points de vue. J'aimais entendre ce que les étudiants, ou aussi, parce que j'ai enseigné pour des publics en formation continue, j'aimais entendre les avis divergents, les remarques un peu critiques, un peu provocantes. Voilà, parce que c'est stimulant intellectuellement, et puis qu'on ne détient pas une vérité. De toute façon, on est là, enfin moi je considère ça comme un exercice de transmission, mais d'échange aussi et d'enrichissement personnel. Donc oui, ça me manque, l'enseignement. Et ces dernières années, je n'ai pas eu le temps d'en faire, mais je ne m'interdis pas encore cette possibilité pour les années à venir, au contraire. Tout à fait, oui. Alors, venons-en à votre mission au sein de l'AUF. De façon générale, en quoi consiste-t-elle? On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais si vous deviez la décrire en quelques mots. Eh bien, ma mission, c'est d'abord de représenter l'agence universitaire de la francophonie dans la région, Europe centrale et orientale. Donc aujourd'hui, c'est quand même 24 pays et ça va jusqu'en Asie centrale. Donc c'est de représenter l'agence universitaire de la francophonie et de mettre en œuvre aussi toute la stratégie à 5 ans de l'AUF dans la région. C'est d'orchestrer le travail d'une équipe, parce qu'on est quand même 15 sur la région, et puis de proposer, on va dire, une programmation d'activités et de répondre aussi aux attentes, aux besoins de nos partenaires universitaires et centres de recherche francophones. Ce qui vous fait voyager beaucoup. Hein. Vous étiez, notamment en ce moment. Hein. Oui. Je crois que la semaine prochaine, vous êtes en Géorgie, hein, c'est ce que vous m'avez dit. Exactement. Je reviens de République tchèque et de Slovaquie. Je pars en Géorgie avant d'aller en Pologne et en Turquie. Ce qui est un peu normal. J'ai pris mes fonctions en septembre. Il est normal d'aller rendre visite aux partenaires. De voir aussi comment eux voient la francophonie, comment est la francophonie dans leur établissement. Et voilà, je suis à l'écoute d'idées et de leur actualité. Alors précisément, la francophonie, c'est quoi pour vous? Alors ça, c'est une question importante aussi, surtout parce que je suis française, j'ai envie de dire. Et par rapport à mon propre parcours, qui est quand même assez orienté international. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'ai quand même vécu plusieurs années à l'étranger. Donc, la francophonie, pour moi, j'aurais envie de répondre par la réflexion d'un écrivain tunisien, Samir Marzouki, qui, lorsqu'on l'interrogeait justement sur son rapport à la francophonie,
Et il avait raconté qu'il était tombé dans la francophonie assez petit pour en faire en fait une vocation toute sa vie. Il avait dit il était francophone car il était arabophone. Et j'aime beaucoup cette phrase parce que pour moi, c'est ça la francophonie, c'est la diversité culturelle. Quand on est francophone, on est ouvert à la diversité culturelle, au multilinguisme, à la richesse et à l'ouverture au monde. Je me souviens, en octobre dernier, il y a eu la Semaine mondiale de la francophonie scientifique à Toulouse. Et la première chose qui m'a frappée, moi, c'était la première fois que je participais, la première chose qui m'a frappée, c'était la richesse des parcours culturels et linguistiques de tous ceux qui étaient présents. Et non seulement ça, mais il y avait aussi les sourires. Pour moi, ça va ensemble. L'ouverture au monde, l'ouverture à la richesse, à la diversité linguistique et culturelle, et puis une espèce de joie de vivre, en fait, parce qu'on est ouvert aux autres et on est curieux des réactions ou de ce que les autres peuvent penser. Donc pour moi, c'est ça la francophonie, c'est cette richesse-là. Et je le mentionnais en introduction, vous avez été conseillère de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France au Kazakhstan et attachée de coopération universitaire et scientifique à l'ambassade de France en Chine. Alors, comment le métier que vous exercez aujourd'hui est-il différent et similaire ? Alors, il est forcément différent puisque quand on est en poste dans une ambassade de France, c'est du bilatéral. Ça veut dire qu'on travaille pour, en l'occurrence, la promotion à la fois de la coopération universitaire, scientifique, éducative, linguistique, avec un pays particulier. Mais j'ai envie... Et là, aujourd'hui, évidemment, mon périmètre, il est plus large, puisque je couvre toute une région. Et c'est également la francophonie, d'une façon plus générale. Mais j'ai envie de dire, finalement, je trouve qu'il y a une certaine cohérence dans mon parcours. Ce que je fais aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurais pu le faire de la même manière, en tout cas certainement pas, si je n'avais pas eu les expériences préalables que j'ai eues en ambassade avant. Et là, j'ai comme le sentiment d'une cohérence de parcours et d'une convergence finalement. Oui, et puis ce sont d'autres responsabilités. Ah ben complètement, oui. Là c'est vous... C'est vous la chef, je dirais. Oui, moi j'ai quand même une gouvernance. Il y a une gouvernance de l'AUF, on a une stratégie. Sur la région. Oui, oui, tout à fait. Oui. Parce que quand on est attaché culturel, c'est pas la même chose. Ah oui, non. On est davantage proche, même physiquement, des supérieurs. C'est certain que là, ça nous donne une marge de manœuvre, mais aussi une responsabilité. C'est certain. Mais je m'appuie sur une équipe qui est quand même très efficace, très impliquée, très engagée. Et chaque jour, en fait, je suis impressionnée et émue de voir que ces personnes qui ne sont pas de langue maternelle française, sont toujours, après des années pour pas mal, très engagées, très impliquées dans le développement de la francophonie. Donc, votre équipe est roumaine à 100%? Ah non, j'ai à Bucarest un certain nombre de collaborateurs qui sont roumains, effectivement, mais on a des bureaux nationaux dans divers pays. Donc, il y a Albanie, Bulgarie. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, il y a respectivement des et donc, c'est une équipe, collaborateurs du pays en question. D'accord. Voilà, c'est une équipe multiculturelle. Tout à fait, oui. Ouais. D'accord. Alors, j'ai vu dans les informations que vous m'avez envoyées en amont de cet entretien que vous étiez russophone. Et je le disais, vous détenez d'ailleurs une licence de russe de l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'INALCO, et vous avez écrit sur la politique étrangère et de sécurité russe. Alors, ma question n'est pas véritablement sur le contexte actuel que l'on connaît bien, mais plutôt sur votre lien et votre sentiment avec la Russie actuelle, et je dirais dans l'absolu, votre lien avec ce pays personnel. Alors je dirais forcément, tout d'abord, je ne peux que déplorer la situation de guerre actuelle. Et regretter cet état de fait. Ça, c'est une évidence et on ne peut que souhaiter que ça s'arrête très rapidement. La Russie, pour moi, c'est une longue histoire. Je suis tombée dans la marmite, j'ai envie de dire, quand j'avais 15 ans.
Parce que j'avais le choix, quand j'étais au lycée, d'une troisième langue vivante. Et à l'époque, je ne voulais pas faire d'espagnol, parce qu'on y allait tous les étés. J'avais l'impression, même sans le parler, de connaître l'espagnol. Donc, j'ai dit, je vais prendre le russe. Et au début, je me suis dit, mon Dieu, pourquoi j'ai pris cette langue? Et puis très vite, je suis tombée amoureuse de la langue, de la civilisation, de la littérature et de l'histoire aussi. Jusqu'à l'histoire ancienne et récente. Et j'ai fait ma thèse, d'ailleurs, sur la politique allemande de Staline. Donc, en travaillant à Moscou pendant 3 ans, dans les archives du gouvernement russe. Donc, c'était une expérience très originale. Et la Russie, pour moi, c'est une affaire de cœur aussi. Voilà, je reste attachée, j'aime beaucoup la langue russe. Et je reste attachée à toute l'expérience, toute la vie. J'ai passé 4 années en tout en Russie. Donc forcément, quand j'étais jeune, une vingtaine d'années, donc forcément, ça a créé des liens particuliers. Et c'est là-bas aussi que j'avais rencontré mon mari, qui était colombien, et on se parlait au début en russe. Ah, vous parliez en russe parce qu'on ne connaissait pas la langue de l'autre. Depuis, moi j'ai appris l'espagnol et lui le français, mais voilà, on se parlait. Donc en fait, c'est une histoire avec la Russie, la civilisation, mais également une histoire privée. J'ai bien fait de vous poser la question sur vos liens personnels. Ils sont clairs. Si vous me permettez, je vois que j'ai oublié une question sur la francophonie scientifique. Qu'est-ce que c'est véritablement la francophonie scientifique? Moi, quand j'entends cette expression, je me demande ce qu'elle veut dire exactement. Scientifique, c'est vrai qu'il y a une connotation très science, on pense aux sciences exactes, mais pour vous, quelles sont les sciences francophones qui vous tiennent véritablement à cœur, en tout cas celles qui vous semblent, que vous estimez essentielles dans la région que vous couvrez? Je dirais toutes. Je ne fais pas de sciences distinguo. Humaines oui, en plus, moi je suis de profil sciences humaines. Non, mais sérieusement, toutes. Et pour moi, la francophonie scientifique, c'est d'abord une question de visibilité des publications francophones. Et là, il y a un vrai sujet. Au niveau international, aujourd'hui, il y a une prédominance quand même des publications anglophones dans les universités dans le monde. C'est un enjeu aussi de déroulement de carrière pour les professeurs d'université de publier. Or, les publications les plus en vue aujourd'hui sont en anglais. Et il y a un vrai sujet dont l'AUF s'est emparé d'ailleurs, avec la création notamment d'une académie internationale sur la francophonie scientifique, de défendre la diversité des publications, justement, francophones en particulier. Et je pense notamment à un dispositif qui a été mis en place ces dernières années en Europe et qui a un vrai succès, c'est les alliances européennes. On en a 64 aujourd'hui à travers tout le continent européen. Et ça, c'est magnifique parce que ça permet à des universités de différents pays de collaborer et d'avoir un projet commun. Mais il y a un risque pour moi, c'est d'appauvrissement si on n'utilise que l'anglais. Donc, il faut absolument qu'on défende... Donc, ces alliances européennes, si je le comprends bien, ce sont on parle de coopération entre universités? Oui, en fait, l'idée, c'est de créer comme des consortia, ce sont des consortia d'universités qui décident ensemble de mener des projets, par exemple de double diplôme, de laboratoires de recherche communs, etc. Enfin, ça peut aller même plus loin, Mais voilà, la plupart des travaux, des réunions se font en anglais. Or, il faut, dans une alliance européenne, vous pouvez avoir 5, 6, 7 pays. Chacun a une langue différente. Il faut protéger tout ça. Et derrière le concept de francophonie scientifique, pour moi, il y a tout ça aussi. Il y a tous ces enjeux-là. Quand je vous écoute, je me dis que l'enjeu passe aussi par la création de publications, c'est-à-dire de plateformes, de maisons d'édition et de plateformes, comme on crée un média qui soit précisément dirigé vers le monde universitaire, parce que je pense aux presses universitaires de France, mais est-ce que il y a peut-être un élan à mettre en place? Il y a un projet au niveau de l'agence universitaire de la francophonie, justement, de créer une revue francophone
pour permettre de protéger cette diversité. Parce que là, pour l'instant, revue francophone dédiée aux recherches universitaires, elle n'existe pas. Il peut y en avoir. Oui. Il y a des revues spécialisées. Mais voilà, ce qu'on voudrait, nous, c'est avoir une revue qu'on puisse comme mettre Nature, en avant. Ça, oui, évidemment. Mais bon, un petit peu sur le même genre, d'accord. Toujours sur la francophonie, quand je vous écoutais parler quand je vous posais la question de ce que ça voulait dire pour vous, vous me parliez de diversité, multilinguisme. Est-ce que, d'après ce que je comprends, la francophonie se veut également politique? Est-ce que c'est également votre avis, et en quel sens la francophonie doit-elle ou peut-elle être politique? Il y a des instances pour ça. Il y a une francophonie institutionnelle avec l'OIF, voilà, qui a ce rôle plutôt, on va dire, institutionnel politique. Nous, on est un opérateur pour l'enseignement supérieur et la recherche, donc apolitique. Mais ce qui n'empêche qu'on peut subir la politique. Voilà. Et votre lien avec l'OIF, excusez-moi? On est déjà physiquement à Bucarest, on est dans le même bâtiment. Oui. On se voit régulièrement avec l'équipe dirigée par Eric Pop, de l'OIF. Oui. Et on fait aussi, on a des points d'échange, d'informations, etc. réguliers. Mais au niveau, je dirais, structurel, vous êtes complètement indépendant? Indépendant, oui. D'accord. D'accord. Donc, ma question sur la francophonie politique a bien été répondue. D'accord. Alors, j'aimerais maintenant aller encore plus peut-être dans l'intime, outre l'essai que je mentionnais sur la politique étrangère et de sécurité russe que vous avez rédigé. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs autres publications. Votre parcours oblige. Aujourd'hui, je reviens un petit peu à la question que je posais sur l'enseignement, quel est votre rapport à l'écriture, qu'elle soit académique ou autre? Ça aussi, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'aime écrire. J'aime l'exercice et un peu la contrainte que ça impose. C'est peut-être pas un terme à la mode aujourd'hui, la contrainte, mais quand on écrit ou quand on veut écrire, pour moi, c'est important de s'efforcer de trouver les bons mots. Et je me souviens, quand je rédigeais ma thèse, quelquefois c'était laborieux. Sur une journée, je n'arrivais à écrire que 2 pages, quelquefois un peu plus, mais parce que je cherchais toujours le mot exact. Et au moment d'éditer ma thèse, je me souviens que l'éditeur, c'est classique, demande à ce qu'on réduise le texte, parce que j'avais écrit 804 pages. Donc, on ne peut pas publier 804 pages. Donc, il m'avait dit, il faut réduire le texte. Et je m'étais dit, c'est impossible. À combien? Et il voulait 300, 400 pages. Donc, je me suis dit, c'est impossible. J'ai passé trop de temps à chercher les mots exacts pour toute ma démonstration. Donc, vous étiez face à un dilemme. Comment faire? En fait, j'avais un peu triché parce que j'ai enlevé toute la bibliographie qui était assez longue et j'ai fait une référence en disant, si vous voulez consulter la bibliographie, allez voir le document dactylographie. Et ça vous a enlevé? Et bien en fait, l'éditrice, elle m'a regardée, elle m'a dit, oui, d'accord, je comprends ce que vous avez fait, et elle a publié le texte intégralement. Mais je ne suis pas sûre que j'aurais accepté l'édition, la publication, si on m'avait obligée de... Vraiment, j'avais une difficulté à ce niveau-là. Et puis, par ailleurs, je continue, j'aime bien écrire des petits textes pour moi, après. Et puis, là aussi, c'est curieux, parce que quand je vis à l'étranger, je tiens mon journal de bord. Ce que je ne fais pas quand je suis en France, mais à l'étranger, j'ai besoin d'écrire ce que je ressens, etc. Telle date, vous êtes là. Et, oui, puis ce que je peux ressentir aussi dans les rencontres, dans les moments vécus. Et vous indiquez bien sur votre carnet où vous êtes, la date, et ça, pour pouvoir après... Quand je serai une vieille dame, après, au coin du feu, je ferai peut-être un autre exercice un peu plus ambitieux. D'accord. Mais pour chaque, même si c'est des petits séjours de 2 jours, vous notez. Oui. J'ai mes petits carnets. J'ai une question qui me vient maintenant, et qui est quelque part liée à l'écriture, mais une écriture, on va dire, qu'on va nommer de particulière, singulière, c'est celle des réseaux sociaux. Et c'est vrai, c'est une question qui, moi, en tant que journaliste, me taraude un petit peu, parce que quel est
quel rapport avoir avec eux, notamment avec certains d'entre eux, certains de ces plateformes, notamment aujourd'hui. Il faut à la fois être visible, faire comprendre et informer, mais d'un autre côté, on peut être noyé dans une masse qui privilégie, de par certains algorithmes, certains types de contenus. Vous, par rapport à ça, et en tant que responsable de l'AUF dans la région, où il y a une forte tendance à intégrer, sans trop se poser de questions, tout ce qui est technologique, réseaux sociaux, etc. Vous, comment vous vous positionnez? Vous l'avez dit, de par mon rôle, déjà, on est amené à communiquer sur les actions qu'on peut conduire, ou moi aussi sur mes visites et mes rencontres avec les différents partenaires. Donc forcément, on communique. J'ai une chargée de communication qui s'en occupe très bien, heureusement, sur les réseaux sociaux comme Facebook, aussi LinkedIn, etc. Mais personnellement, moi, je ne suis pas très réseaux sociaux. Je regarde LinkedIn parce que c'est intéressant, ça donne des informations. C'est une source d'informations, mais je publie très, très, très peu là-dessus. Je dois avoir une forme de pudeur par rapport à ça. Voilà. Et quand on dit que les jeunes sont trop, et que leur attention est accaparée par ça, et qu'ils n'ont plus trop la capacité d'analyse, d'être précisément dans la recherche, dans les détails et dans la contrainte que peut amener le texte long. Est-ce que vous vous sentez parfois un peu résigné, ou Non, je pense qu'il ne faut pas l'être résigné, justement. Il faut, mais je pense que collectivement, en tout cas, je pense le corps professoral dans les établissements est d'une façon globale bien conscient des enjeux et de la nécessité d'accompagner aussi cette génération qui est très écran, ça c'est clair. Mais pas que cette génération d'ailleurs. Quand on voit aujourd'hui l'addiction que les uns et les autres, quel que soit l'âge, ont avec leur téléphone portable, ne serait-ce que ça, ou les tablettes, etc. Il y a un vrai enjeu à garder un esprit critique, une distance par rapport à tout ça. Et il y a un vrai enjeu à accompagner aussi l'appropriation, et là, on va toucher à des questions comme l'explosion de l'intelligence artificielle, qui va encore amplifier le mouvement, et même au niveau de l'agence universitaire de la francophonie, on réfléchit justement à donner un cadre, à proposer un cadre, comme ça se fait dans certains pays aussi, pour à la fois, oui, continuer d'utiliser ces outils, parce que c'est notre quotidien. On ne pourrait pas travailler ou vivre autrement aujourd'hui, mais il faut se ménager des temps, même sans aucune connexion. Moi, je suis assez portée là-dessus. Je dis, il faut équilibrer. Il faut utiliser, mais il faut le faire de façon raisonnable. Oui, c'est peut-être pas le terme que j'emploierais, mais oui. Modération. Voilà, j'étais en train de penser, vous savez, aux étiquettes qu'on voit sur les bouteilles de vin, consommer avec modération. Ouais. Je sais que c'est compliqué, mais c'est quand même, il faut avoir cet objectif en tête. Ouais. Et puis un maître mot, l'équilibre. Oui. Ah oui, c'est indispensable. Laure Castin, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je vous souhaite bon voyage en Géorgie. Et à bientôt. Merci à vous. À bientôt, merci beaucoup. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite, comme d'habitude, un excellent week-end. Week-end Placoute. Au revoir.